Sébastien Balibar, vous avez le difficile objectif de finir cette table ronde. Vous avez quand même pu entendre tout le monde, donc vous allez adapter votre propos à tout cela. Vous faites partie, vous dirigez le laboratoire de physique statistique encore Je l'ai dirigé il y a longtemps, mais je suis chercheur en fait émérite à cet endroit. Émérite. Ce que je dirige, enfin bon, bref. Continuez, je vous en prie. Alors, le titre de votre exposé, c'est « Quelle source d'énergie pour demain ?» Mais en fait, vous m'avez dit que vous alliez adapter cet exposé, parce que oui, en fonction de ce que vous auriez entendu. Et vous êtes déjà intervenu souvent. Donc finalement, pour transition énergétique et perspective, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire maintenant ? Merci beaucoup. C'est effectivement difficile d'intervenir après tout ce qui a déjà été dit. C'est aussi un honneur, donc je vous remercie. Je voudrais ajouter quelques points par-ci, par-là, peut-être pour préciser quelques questions. D'abord, on a évidemment parlé un peu de la transition énergétique. Elle est devenue urgente, bien sûr, face au réchauffement climatique. Vous avez compris que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et qu'il est urgent de réagir parce que plus on attend, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère et plus ce sera difficile de revenir à un état stable du climat qui correspond au fameux 2 degrés en gros dont on a déjà fait 1 degré parce que c'est depuis le début de l'époque industrielle. Alors c'est urgent. Je voudrais ajouter que les transitions énergétiques nécessaires pour décarboner l'énergie dans chaque pays, parce que c'est ça le but, vu que c'est le CO2 et ses équivalents qui sont responsables du réchauffement, pardon. Les transitions vont nécessairement être différentes selon les pays parce que ça dépend de la géographie, est-ce qu'on a des barrages ou pas, ça dépend du niveau technologique, ça dépend du niveau de richesse, ça dépend de la culture. Dans certains pays comme l'Allemagne ou le Wyoming aux États-Unis, on adore le charbon, c'est difficile de faire changer les gens d'avis. Donc vous voyez, et puis du niveau technologique surtout, qui est par exemple indispensable pour faire marcher des centrales nucléaires avec un niveau de sûreté raisonnable. Donc les transitions énergétiques sont nécessairement différentes dans tous les pays. C'est ça que je voulais répéter. Alors ensuite, on a un peu discuté avec ma voisine de droite, Mireille Martini. Est-ce que l'énergie propre est nécessairement plus chère que l'énergie sale? Alors j'espère que je vais continuer à parler avec elle. Mais malgré tout, vous voyez le nucléaire très très sûr, type EPR Flamanville, rien que pour la construction, en tout cas, qui est loin d'être l'ensemble du coût. Hein, c'est quand même pas la même chose. En gros, même à 10 milliards pour construire l'EPR de Flamanville, qui est un excès de coût principalement dû quand même aux différentes difficultés qu'il y a nécessairement avec une tête de série quand même, c'est quand même peu par rapport aux 60 milliards d'euros de valeur de l'énergie qui va être produite pendant 60 ans typiquement. Il faut remettre un peu les chiffres en parallèle. Donc il y a quand même un exemple comme ça où rien que la construction d'une centrale de très haut niveau de sûreté est quand même plus cher qu'une centrale ordinaire. Bon. Il y a quelque chose dont on n'a pas assez parlé, c'est de la capture et du stockage de carbone. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'est pas possible d'avoir des centrales nucléaires. Je me suis permis d'ironiser sur M. Sarkozy et M. Kadhafi tout à l'heure. Il y en a beaucoup où ce n'est pas possible de construire des centrales nucléaires. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas, par exemple, les grandes rivières ou la mer nécessaire pour refroidir l'ensemble du réacteur. Et donc là, il y a plusieurs solutions. Après tout, je peux les donner dès maintenant. Parce que ce que je voudrais expliquer, c'est que le problème est très grave, qu'il faut agir tout de suite, mais qu'il y a des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution. Il va falloir combiner plusieurs types de solutions qui vont varier selon les pays. Et donc, dans ces pays, par exemple, je suis allé au Maroc, qui est un pays très intéressant, en développement rapide. Eh bien, au Maroc, ils ont fait le mieux et le pire à la fois. Ils ont fait le mieux parce qu'on revient au solaire thermique. Vous avez compris, il s'agit de chauffer de l'eau. Ça a été montré tout à l'heure, en concentrant le rayonnement solaire sur des tuyaux ou sur des tours, en faisant de l'eau très chaude.
Et donc, ce n'est pas de la conversion photovoltaïque directement en électricité. Et donc, au Maroc, grâce à une subvention un peu de l'Europe, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr que Mireille est d'accord, mais bon, ils ont construit en trois tranches de solaire thermique absolument magnifiques, qui s'appellent Nord 1, Nord 2, Nord 3, qui ont un énorme avantage sur le solaire thermique précédent, par exemple ce qui a été fait au Nevada, aux États-Unis, parce que, comme je vais y revenir, la majeure partie des renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque, mais pas l'hydraulique, ça c'est la merveille des merveilles, c'est formidable. Quand on a beaucoup de barrages comme la Suisse et la Norvège, on est sauvé. En France, on en a un peu, hein, 10-12% de la production d'électricité, c'est bien, et vous allez, enfin, je dirais tout à l'heure que ça nous permet de pallier l'intermittence des autres. Ce que les Allemands ne peuvent pas faire, parce qu'eux, ils n'ont pratiquement pas de montagne, ils n'ont pas de barrage, ils ne peuvent pas pallier l'intermittence de leurs éoliennes et de leurs panneaux photovoltaïques, ce à quoi je reviendrai tout à l'heure. Et donc, les Marocains ont construit du solaire thermique qui est magnifique parce que l'eau reste le fluide qui a l'eau porteur. Je ne suis pas sûr que c'est de l'eau. Qui emmagasine l'énergie, la chaleur, il reste chaud pendant jusqu'à 8 heures. Et donc 8 heures, ça permet presque de faire de tourner la nuit, quoi, d'avoir de la production électrique, y compris pendant la nuit. Alors que la centrale équivalente au Nevada, ils n'ont pas de stockage de la chaleur du tout, et donc ça produit de l'électricité via la chaleur quand il y a du soleil, et puis la nuit, rien. Et ça ne va pas, c'est pas possible. Bon. Donc au Maroc, ils font ça, et malheureusement, comme ils n'ont pas quand même assez d'argent et qu'ils veulent se développer rapidement, c'est un exemple hein, typique, il y a beaucoup d'autres pays comme ça, ils ont aussi construit un énorme port pour accueillir des tanks non moins gigantesques d'importation de charbon. Parce que ça, c'est pas cher, et ça ne va pas. Donc ça, c'est le meilleur et le pire, et il y a beaucoup de pays comme ça. Donc c'était pour dire que, alors oui, je voulais quand même dire que le solaire thermique, de même que les hydroliennes dont on a parlé à un moment, qui sont très bien adaptées à des îles telles que Ouessant, où je suis allé, dans le Fromveur, là, c'est magnifique. Mais ça, c'est pareil, ça coûte quand même 3 fois plus cher que l'électricité ordinaire. Donc, on va discuter avec Mireille, si elle veut bien, pour savoir si c'est plus cher ou moins cher de faire de l'énergie propre que de l'énergie sale. Alors, on a beaucoup parlé, surtout tout de suite, là, du problème de stockage d'électricité. Je voudrais rajouter quelques chiffres. Donc, une méthode, ça consiste à remonter l'eau quand il y a trop d'électricité. Par exemple, quand les éoliennes dans le nord de l'Allemagne produisent tellement qu'il y en a trop et que, effectivement, le prix de vente de l'électricité devient négatif parce qu'on en a trop, on ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les Allemands? Ils en envoient en Pologne qui les mettent dans la terre. Bon, ils mettent un court-circuit vers la terre. Enfin bon, mais il y a plus malin, c'est de le vendre aux Suisses. Pardon, de le payer, de payer les Suisses pour qu'ils veuillent bien absorber les excès de production d'électricité éolienne, qui eux-mêmes, effectivement, ça a été dit, le revendent très cher à l'Italie, qui malheureusement n'a pas beaucoup de sources d'électricité et donc est obligée d'acheter l'électricité très cher. Le coût de l'électricité en Italie est très cher. Il est très cher aussi en Allemagne parce que l'Allemagne investit massivement dans la construction de tous ces éoliens, de toutes ces éoliennes et de tous ces panneaux photovoltaïques qui ont cet inconvénient de l'intermittence. Alors, comment est-ce qu'on réussit à stocker de l'électricité? Eh bien, donc, d'une part, en remontant l'eau des barrages. Donc, en France, il y a 4 ou 5, peut-être 5, une grosse et une petite centrale qui savent faire ça. Il faut 2 lacs, un en haut, un en bas, parce que ça descend, puis après, il faut avoir de l'eau en bas qu'on peut remonter. Hein. Donc, il faut 2 lacs, il faut un site assez particulier. Et il y en a un qui est absolument extraordinaire, magnifique, où j'adore faire du vélo, soit dit en passant, qui est le barrage de Grand Maison entre Bourdoisan et le col de la Croix de Fer, si vous connaissez les Alpes. Bon, mais la capacité de stockage est quand même limitée. C'est en gros l'équivalent de une tranche de réacteur nucléaire, si vous voulez, 1 gigawatt, pendant 18 jours. Donc, si un jour d'hiver, on n'a plus d'éoliennes et plus de panneaux photovoltaïques parce que c'est la nuit, parce qu'il fait aussi froid et calme en Allemagne qu'en France, bon, ben, on a de l'électricité pour un seul réacteur au lieu de, c'est-à-dire à peine 5%, même pas 4%, 2%, pardon, de la consommation électrique française. Donc,
c'est bien, il faut ajouter ça au reste, mais il ne faut pas rêver, quoi. Bon. Alors, il y a aussi des gens qui voulaient mettre plein de piscines le long des falaises, le long des mers, être tâtes. Mais après tout, c'est le moment d'avoir des idées. On entend des idées farfelues. On a entendu des idées un peu farfelues, mais il faut rêver, c'est bien, sur les hydroliennes et les courants marins, tout ça, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr qu'on va aller mettre toutes ces productions d'électricité au milieu du Pacifique, même si El Niño passe, comme ça se voyait sur la photo. Mais c'est le moment d'avoir des idées. Allez-y, tout le monde peut avoir des idées après tout. Bon, mais en tout cas, il faut faire de la recherche. Alors, j'essaye de continuer aussi vite que possible. Qu'est-ce que font les Allemands avec tous leurs investissements dans l'éolien et dans le photovoltaïque quand ça s'arrête? Parce que, comme l'a dit aussi quelqu'un d'autre, le vent, quand ça souffle trop fort, tout s'envole. Hein, donc, il faut mettre les éoliennes en rideau. Bon. Et quand il n'y a pas de vent, évidemment, ça ne tourne pas. C'est comme les bateaux. S'il y a trop de vent, il faut réduire la voilure. Bon. Et donc, comme la production d'électricité éolienne ne cesse de monter, de descendre, la moyenne, c'est effectivement de l'ordre d'un quart, moi je dirais plutôt un cinquième de ce qui est marqué sur l'étiquette, qui est l'énergie que ça produit si le vent souffle exactement à la bonne vitesse. Bon. Et ça, c'est rarement le cas. Hein. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Allemands quand ils n'ont pas assez d'électricité? Eh bien, j'ai discuté de ça avec l'Académie des sciences allemande d'ailleurs. Ils m'ont dit, oh, vous savez, entre nous, hein, c'est-à-dire à table mais pas en public, entre nous, sans le nucléaire français, on ne s'en sortira jamais. Alors je dis, quoi? Bon, mais enfin, est-ce que vous avez prévenu votre gouvernement? Ils m'ont dit, oh là là, non, surtout pas. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, parce que le charbon, c'est le symbole de la richesse allemande, comme c'est aussi le symbole de la réussite aux États-Unis. Bon. Donc voilà, ils importent de l'électricité nucléaire de France, ils en récupèrent un peu de la Suisse qui peut leur en revendre aussi, un peu aussi de la Norvège, mais le Norvège s'occupe du problème semblable avec le Danemark, qui est lui aussi un gros émetteur de CO2. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils ont 15% de renouvelables, et qu'avec 15% de renouvelables, quand tout s'arrête, eh bien, ils n'ont pas d'autre solution que de rallumer leurs centrales à charbon et à lignite. Et la part du lignite dans la production d'électricité en Allemagne ne cesse d'augmenter. Et donc, le résultat, c'est que l'Allemagne émet 2 fois plus de CO2 par personne, ou presque, que la France, mais ça ne baisse pas. Ils ont beau investir des 300 milliards dans la construction de renouvelables, les émissions de CO2 ne baissent pas. Alors, ils nous promettent que ça viendra un jour. Eh bien, je l'espère, mais ça me paraît difficile. Alors, vous avez sûrement tous entendu parler d'un calcul de l'ADEME. Il y a des représentants de l'ADEME ici, donc j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de critiquer ce qui, à mon avis, n'est pas un scénario, mais a été considéré comme un scénario par la presse en entier. On nous annonçait qu'on allait pouvoir réussir à avoir un mix électrique, hein, pas énergétique, mais électrique, à 100% de renouvelables. Alors, les gens se sont tous mis à dire, en particulier dans une presse peut-être mal informée, que c'était formidable, c'était ça la solution. Je ne veux pas vous désespérer, je répète qu'il y a des solutions, mais celle-là, franchement, je n'y crois pas et je voudrais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un calcul uniquement d'électricité, ce qui est contestable parce qu'on aura beau... Alors, ils prétendent, en fait, dans leurs calculs, ils commencent par supposer qu'on va avoir besoin en 2050 de 15% de moins d'électricité qu'aujourd'hui, 482 TWh au lieu de 545. Donc, est-ce que c'est raisonnable, réaliste? Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce qu'on aura beau faire des économies, il faut faire des économies d'énergie. Il faut isoler les maisons, il faut arrêter de prendre une Ferrari pour faire 50 mètres, il faut construire des tramways électriques, il faut avoir des petites voitures électriques, il ne faut pas acheter la Ferrari électrique de M. Tesla, mais enfin, bon, il faut faire ensuite, il faut faire des économies sur l'isolation thermique des maisons. L'air conditionné, c'est plus difficile, mais on peut faire ça avec des pompes à chaleur. Donc, on met des tuyaux dans le sol et puis on prend ou on donne de la chaleur au sol et ça permet de chauffer la maison ou de la refroidir avec un moteur électrique qui consomme beaucoup moins que le chauffage ou la clim habituelle.
Encore faut-il que cette électricité soit propre. Donc il faut qu'on ait davantage d'électricité décarbonée, c'est-à-dire propre, afin et non pas moins. De même, tout le transport qu'il faut électrifier, c'est la même chose. Il faut plus d'électricité, pas moins. Et donc, quand dans ce calcul, on commence par cette hypothèse, on n'a besoin que de 15% de moins d'électricité, je dois dire que je commence à être très, très méfiant sur le réalisme de cette solution. Il y a des scénarios qui sont, à mon avis, plus réalistes, comme celui, par exemple, de l'association Sauvons le climat dont je fais partie, qui a beaucoup de gens qui sont des ingénieurs ou des scientifiques que je trouve remarquables et qui disent non, il faudrait quelque chose comme 50% de plus d'électricité. Alors ce qu'ils nous répondent, c'est que si, c'est possible parce qu'on va diminuer par 2 la quantité totale d'énergie qu'on consomme en France. Il faut voir que d'ici 2050, si la démographie continue comme ça, il va y avoir quand même 20% d'habitants en plus. Donc ça veut dire qu'il suppose qu'en 2050, par personne, et non pas au total, mais par personne, on va pouvoir diminuer la consommation d'énergie de chacun d'un facteur 3. Franchement, je n'y crois pas. On ne va pas revenir comme ça à la première moitié du XXe siècle sans des problèmes d'acceptabilité sociale. Si on était en temps de guerre, peut-être, mais on n'est pas en temps de guerre. Et donc, je ne crois pas que les gens vont accepter de se serrer la ceinture en consommation d'énergie à ce point-là. Et il y a beaucoup de pays qui font ça. Et je crois que ça provient du fait qu'on s'est fixé un objectif, on a tracé une droite entre aujourd'hui et 2050, et on ne s'est pas vraiment demandé si c'était réaliste. Vous voyez? Et quand on compare la France, l'Allemagne et la Californie, ce que j'ai fait, on s'aperçoit que l'objectif qui a été défini dans chaque transition énergétique de ces 3 pays, la France, l'Allemagne et la Californie, qui n'est pas du tout la même chose que les États-Unis en entier, eh bien le but est le bon. C'est-à-dire que c'est à peu près 1,5 tonnes de CO2 par personne, et ça, c'est à peu près ce qu'il faudrait faire en moyenne dans le monde entier. Si on accepte le principe de justice internationale, que personne n'a le droit de plus polluer que d'autres, il faudrait, en partant d'une situation très inégalitaire d'aujourd'hui, où il y a des gens qui consomment énormément, qui polluent énormément, et d'autres qui ne polluent presque pas et qui consomment presque rien, il faudrait tendre en 2050 vers une situation où tout le monde a les mêmes droits de polluer. Et ça, si on veut faire ça, ce serait extraordinaire, ce serait vraiment une preuve de solidarité magnifique, mais ça ferait 1,5 tonnes par personne. Alors, la France, l'Allemagne et la Californie veulent tous faire ça. Alors, contrairement à la France, l'Allemagne et la Californie veulent aussi sortir du nucléaire, parce qu'on confond toujours, enfin souvent, pas moi, mais souvent, le problème de l'environnement que pose le CO2, donc le réchauffement, avec le problème des déchets nucléaires. Parce que souvent, les militants sont à la fois anti-nucléaires et pour la sauvegarde de l'environnement face au réchauffement climatique. Bon, où est-ce que j'en suis? Je ne sais plus, mais bon. Donc c'est ça, oui. Donc quand des pays comme l'Allemagne et la Californie veulent supprimer tous les combustibles fossiles et tout le nucléaire, alors ils n'ont qu'une seule solution, c'est de réduire la consommation énergétique de façon drastique, mais d'une manière qui, moi, me paraît irréaliste. Et dans les 2 cas, que ce soit la France, dans les 3 cas, que ce soit la France, l'Allemagne ou la Californie, diviser par 3 la consommation d'énergie, eh bien, c'est pas réaliste. Alors, il y a aussi le fait que j'essaye de terminer en 1 minute, il y a aussi le fait que dans ce calcul de l'ADEME, eh bien, en ayant 80% de renouvelables intermittents sans solution pour stocker l'électricité, eh bien, on ne s'en sort pas à la première semaine d'hiver où il n'y a pas de vent, et c'est la même situation en France, en Allemagne, dans toute l'Europe. En fait, on a beau avoir des réseaux intelligents, on ne s'en sortira pas. Il y aura un blackout général, ou alors on nous dira bah, vous coupez l'électricité chez vous jusqu'à demain. Alors, est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Eh bien, je ne le crois pas. Et puis, je vois que je vais me faire attraper. Donc je vais m'arrêter là. C'est dommage, mais je répondrai à vos questions si vous en avez d'autres. Merci.